Alors, écoutez bien cette phrase. Vous avez fait en sorte que la République puisse être ce qu'elle est aujourd'hui. C'est François Hollande, l'ancien président, qui dit ça aux francs-maçons. Et là, il touche à une idée super tenace, cette image d'une République qui aurait été façonnée en secret par les loges. Mais, et si la clé du véritable lien entre les maçons et le pouvoir se cachait ailleurs? Pas du tout sous la République, mais bien sous l'empire de Napoléon. Et cette histoire-là, elle risque de bousculer pas mal de certitudes. On est en plein dans la vision classique, là. La franc-maçonnerie comme un des piliers de la République. C'est une idée qui est renforcée, c'est vrai, par le rôle qu'ont joué certains maçons sous la Troisième République, surtout dans le combat anticlérical. Mais est-ce que cette image d'une alliance comme ça, naturelle et éternelle entre les loges et la République, est-ce qu'elle est vraiment juste? En fait, non. Cette association, c'est un mythe. Un mythe qui a la vie dure, mais un mythe quand même. Et il n'est pas né par hasard, celui-là. Il prend racine juste après la Révolution, dans les écrits d'un certain abbé, Augustin Baruel, qui va populariser l'idée d'un immense complot maçonnique pour faire tomber la monarchie. Bref, une théorie du complot qui continue de traîner, même si les faits disent tout le contraire. Bon, avant d'aller voir comment Napoléon a retourné la situation à son avantage, il faut qu'on soit au clair sur ce que vraiment la franc-maçonnerie. On met de côté les complots de minutes et on pose les bases. La chose à retenir, c'est que c'est avant tout un espace de sociabilité. C'est un lieu où des gens, au départ surtout des élites, se retrouvent pour discuter, pour échanger des idées. Alors bien sûr, cette sociabilité, elle a ses petites particularités. On n'entre pas comme dans un moulin, il y a des rites, une part de secret vis-à-vis de l'extérieur, et puis ce principe central de fraternité. Mais ce n'est pas du tout une organisation unifiée. Pour bien se représenter la structure, l'image la plus simple, c'est celle d'un club de sport. Une loge locale, c'est le club de ping-pong de votre ville. L'obédience, qui regroupe plusieurs de ces loges, eh bien c'est la fédération nationale. Et pour que ce soit encore plus simple ou plus compliqué, c'est selon, il n'y a pas une seule fédération, mais plusieurs qui sont souvent en concurrence les unes avec les autres. Et ça date de quand tout ça? Eh bien, de bien plus récemment qu'on ne l'imagine. On est loin, très loin des mythes qui parlent des bâtisseurs de pyramides. La maçonnerie moderne, elle naît au XVIIe siècle, quand les corporations de vrais maçons, ceux qui taillent la pierre, se sont mises à accepter des membres qui n'étaient pas du tout du métier. Le vrai point de départ institutionnel, c'est 1717. Là, on crée la Grande Loge de Londres et juste après, en 1723, on écrit noir sur blanc ses statuts, ses règles du jeu. On y vient, le cœur du mythe, la Révolution française. C'est vraiment de là qu'est partie cette idée du grand complot maçonnique. Mais alors, que s'est-il passé en réalité? L'idée d'un complot bien organisé, elle vole en éclats quand on regarde les faits. Oui, des révolutionnaires connus comme Philippe Égalité étaient maçons, c'est un fait. Mais de l'autre côté du spectre politique, on trouvait aussi plein de frères dans les rangs des monarchistes, comme le penseur Joseph de Maistre. Donc, loin d'être un bloc uni, la maçonnerie était juste un miroir de la société française, avec les mêmes divisions. Pour vraiment prendre la mesure de l'impact de la Révolution, les chiffres sont très parlants. Juste avant 1789, la franc-maçonnerie en France, elle est en pleine forme. On compte à peu près 1000 loges actives dans tout le pays. Et après le chaos de la Révolution et de la Terreur, en 1800, il n'en reste que 74. 74. C'est un effondrement, un vrai désastre pour eux. Donc, loin d'avoir pris le pouvoir, la franc-maçonnerie a été littéralement décimée. Pensez-y, beaucoup de ses membres, souvent des aristocrates, ont fini sur l'échafaud. Et puis, leur fameux goût du secret, ça les rendait ultra suspects pour un régime révolutionnaire qui ne jurait que par la transparence totale. On a donc une organisation complètement affaiblie qui voit arriver au pouvoir un certain Napoléon Bonaparte. Et au début, le nouveau régime, il se méfie énormément de ces loges secrètes. Il les voit comme de potentiels nids d'opposants jacobins. Mais la méfiance, ça va vite laisser la place au pragmatisme. Napoléon comprend un truc. Interdire ces sociétés, ça ne servira à rien. Elles continueraient juste leurs activités en cachette. Alors la stratégie, qui est brillamment résumée ici par son ministre Portalis, c'est de faire tout l'inverse. Puisqu'on ne peut pas les interdire, eh bien il faut les diriger. Et pour les contrôler, le meilleur moyen, c'est de prendre le contrôle par le haut. Et Napoléon, quand il fait quelque chose, il ne le fait pas à moitié. En 1804, il force la fusion des deux principales obédiences. Et qui est-ce qu'il met à leur tête? Son frère aîné, Joseph, comme grand maître. Il est secondé par son autre frère, Louis. Et puis en 1805, histoire d'être bien sûr, le poste de numéro 2 est confié à Cambacérès, qui n'est autre que le vice-empereur. La prise de contrôle est totale et familiale. Et c'est là que ça devient paradoxal. Cette mise sous tutelle par le pouvoir, elle ne va pas tuer la maçonnerie. Pas du tout. Au contraire, elle va provoquer une renaissance spectaculaire, et même une ouverture assez surprenante aux femmes. Là encore, les chiffres sont juste hallucinants. On passe de 74 loges en 1800 à 667 à peine 10 ans plus tard. Sous la protection et surtout sous le contrôle de l'Empire, la maçonnerie redevient une institution de premier plan. C'est une croissance tellement explosive que certains historiens parlent d'un véritable âge d'or de la maçonnerie française. Et en fait, souvent oublié de cette période, c'est le rôle des femmes.
Alors oui, à la base, la maçonnerie est exclusivement masculine. Mais des loges dites d'adoption, spécialement pour les femmes, existaient déjà depuis le XVIIIe siècle. Et qui va aider à les relancer sous l'Empire? Personne d'autre que l'impératrice Joséphine. Elle était elle-même initiée et c'était une figure centrale de ce mouvement. Toute cette histoire d'instrumentalisation par l'Empire, ça nous amène à une question de fond. C'est quoi la nature même de la franc-maçonnerie et son rapport au pouvoir? Quel est son vrai secret, son but ultime? Mais juste avant de répondre, il y a la question qui brûle toutes les lèvres. Son père était maçon. Tous ses frères l'étaient. Il s'est servi de l'organisation comme d'un outil pour son pouvoir. Alors, Napoléon lui-même, est-ce qu'il a été initié? Et la réponse est, on n'en sait rien. Voilà, c'est peut-être un peu décevant, mais c'est la pure vérité historique. Les historiens sont complètement divisés sur la question et on n'a aucune source, aucun texte qui vienne confirmer ou infirmer son appartenance. Il n'y a tout simplement pas de consensus là-dessus. Mais au fond, que Napoléon ait été maçon ou pas, ce n'est peut-être pas ça le plus important. Parce que le vrai secret, l'ADN de l'organisation, on le trouve là, dans ces textes fondateurs de 1723. Il est écrit noir sur blanc qu'un maçon doit être un paisible sujet et ne jamais, jamais se mêler au complot. Et pourquoi donc? Parce que le désordre, la guerre, ça a toujours failli détruire la maçonnerie. Son principe numéro 1, ce n'est donc pas la révolution, c'est la survie. Et pour survivre, il faut respecter le pouvoir en place, peu importe lequel. Ce qui nous laisse avec cette question pour finir. L'histoire de la maçonnerie sous Napoléon, elle nous montre une organisation qui, loin de préparer des coups d'État, s'adapte et serre le pouvoir en place pour pouvoir prospérer. Alors est-ce que c'est une force qui change le cours de l'histoire, ou est-ce que c'est plutôt un simple reflet des élites et du régime qui la domine à un instant T? La question, elle